Hello, hello les leaders! Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Paroles d'experts. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir Yannick Borel avec nous, médaillé olympique, champion du monde, champion de France et d'Europe en escrime. Donc, je vais vous le présenter dans quelques minutes. Je suis Farida Kadiri, la fondatrice de Weekend United, et notre mission vraiment, c'est de partager en fait les parcours d'entrepreneurs, de leaders, de sportifs de haut niveau pour vous permettre, vous, de vous développer au niveau personnel et professionnel. Et donc, effectivement, seul, on peut aller très vite, mais ensemble, on peut aller plus loin. Donc, à chaque émission, nous vous partageons des parcours inspirants pour vous permettre d'avoir les pépites, les stratégies qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Et donc, aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Yannick Borel avec nous. Bonjour Yannick. Bonjour Farida, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de votre parcours. On s'est croisés il y a quelques temps lors d'un événement networking justement à Paris et vous avez reçu plusieurs médailles aux Jeux Olympiques. Vous êtes champion du monde aussi en équipe, champion de France, d'Europe. Enfin, je trouve ça vraiment impressionnant. Comment on en arrive à l'escrime et comment on devient champion du monde? Comment on devient champion du monde? C'est une grande question. Je pense que c'est un ensemble d'éléments et c'est la combinaison de toutes ces petites choses qu'on travaille au fur et à mesure qui donne ce résultat à la fin. Mais c'est pas que dans le domaine sportif parce qu'il y a beaucoup de choses à côté, donc dans l'extra sportif qui vont compter. Par exemple, pour une victoire par équipe, comme on n'est plus tout seul en fait. On est vraiment, il faut vraiment réussir à créer cet esprit de groupe et cet esprit d'équipe pour que tous soient fédérés autour d'un même objectif. Même si ça paraît évident, hein, ça paraît, comment dire, logique qu'on veut être champion du monde par équipe, on est tous animés par ce même désir, mais on voit peut-être pas comment dire, le processus de la même façon. Et il faut, malgré le fait que chacun ait sa vision ou son approche de la performance, il faut qu'on arrive tous à se mettre d'accord sur un esprit commun et une manière commune d'y arriver, sans quoi on ne comprendra pas telle ou telle réaction de l'autre et va en décalage permanent. Et donc, Donc, je pense qu'il faut définir l'objectif. comment Il faut définir l'objectif et ensuite créer des codes en commun permettront d'atteindre ce même objectif. C'est pour ça que dans le sport, on aura peut-être des fois un très bon joueur qui sera laissé sur le banc, mais c'est peut-être parce qu'il ne rentre pas dans cet état d'esprit collectif et on a besoin plus que de quelqu'un avec des compétences exceptionnelles. On a peut-être besoin de plus, au moment où on parle d'équipe, de quelqu'un qui va entrer dans c'est pas un moule, mais dans cette Mhm. logique collective. Oui, donc avoir la bonne attitude dès le départ pour pouvoir faire les synergies. Et est-ce Tout à qu'enfant, fait. ça a toujours été un rêve pour vous de devenir épéiste ou de devenir champion du monde de haut niveau ou c'est venu un petit peu euh, avec les circonstances? Ben, je pense que même avant de faire de l'escrime, je rêvais d'être un champion parce que j'ai toujours aimé la compétition. C'est quelque chose qui m'a toujours motivé. C'est-à-dire que même aujourd'hui, quand je joue aux cartes ou au domino, je veux gagner, quoi. Donc ça, c'est un truc que j'ai en moi et je ne saurais pas l'expliquer. Je fais pas quelque chose si je pense que je peux pas gagner. Voilà, Mhm. déjà, ça c'est un truc, voilà, c'est comme ça. Moi, quand je fais quelque chose, c'est pas juste pour essayer ou pour participer. J'aime gagner, en fait. Quand on parle de jeu et de sport, hein. Et donc, je pense que ça m'a suivi tout le long. Et du coup, j'ai commencé l'escrime à l'école. Puis, en fait, rapidement, on propose des compétitions. Et ça m'a beaucoup plu dans ce sport parce que il y a des jours où on ne commence pas la compétition tout de suite. Donc, moi, je voulais faire de la compétition immédiatement. Et à la base, j'étais pas très collectif puisque j'ai choisi l'escrime aussi parce que c'est un sport individuel et que je préférais m'en prendre à moi-même quand je perdais. Donc, j'avais une logique un peu individualiste. J'ai changé au fur et à mesure. Et
Et en fait, alors, j'ai commencé au fleuret. Finalement, mon profil et mes entraîneurs m'ont dirigé par rapport à ce profil vers l'épée. Parce que l'épée, les gabarits sont plus grands. Je fais 1,96 m aujourd'hui pour 100 kilos, mais quand j'étais jeune, j'étais aussi plus grand que la moyenne. Donc, on m'a rapidement amené à cette arme. Et au fur et à mesure, quand j'ai avancé dans l'escrime, j'ai compris culturellement que l'épée, c'était une arme qui ramenait beaucoup de médailles, encore plus par équipe. L'épée est championne olympique depuis 2004. Elle a été invaincue de 2004 à 2011. Donc, c'est quand même une sacrée invincibilité dans le temps. Elle a été invaincue, pardon, alors je précise, aux Jeux olympiques et aux championnats du monde pendant 8 ans. Et Hmm. j'ai contribué à la dernière médaille en 2011 parce que la première fois que que je rentre dans l'équipe de France, j'étais jeune, j'avais 16 ans et j'avais réussi à gagner ma place. J'ai réussi à gagner ma place dans l'équipe et on fait champion d'Europe, champion du monde la même année en 2011. Et donc, c'est le dernier épisode parce que l'année d'après, je suis de nouveau dans l'équipe, mais on fait deuxième, on perd en finale en 2012, donc on passe à côté du 9 à la suite. Mais ça, c'est juste pour vous mettre dans le contexte que l'épée homme en France et à l'international est connu pour gagner. Sur les 30 dernières années, on a dû gagner 20 fois championnat du monde et Jeux olympiques confondus, quoi. Donc, est-ce que, parce que voilà, on a aussi une forte communauté d'entrepreneurs et donc du coup, j'aime bien faire le parallèle en fait entre le sport de haut niveau et l'entrepreneuriat. Et donc, quelque part aussi, quand Mhm. on lance son business, on essaye d'être stratégique et de se mettre par exemple sur des segments de marché qui sont porteurs, qui vont nous permettre de générer. Donc, est-ce que dans le sport de haut niveau, puisque vous côtoyez aussi d'autres sportifs de haut niveau, pas nécessairement que dans votre catégorie, est-ce que parfois il faut être un peu un stratège dans le choix de ces disciplines, de ces catégories, justement pour se donner le maximum de chances de réussite? Je pense qu'il faut bien choisir ces domaines. Si on parle d'entreprise, la France est réputée dans certains domaines. Et si je fais le parallèle avec ce que je vous ai dit, comme on a cet héritage de réussite euh, à l'épée, on peut dire qu'on a un héritage, par exemple, au niveau culinaire, au niveau du luxe. Je sais que voilà, la France est réputée sur ces choses-là, et puis d'autres secteurs, hein, je ne les connais pas tous. La boulangerie, pâtisserie est très réputée au niveau international en France, le vin aussi. Effectivement, je pense qu'en choisissant ces secteurs de base quand on se lance dans un commerce, on a cet héritage qui peut être, comment dire, un poids parce qu'on va être jugé par rapport à tout ce qui a été fait avant, mais c'est aussi un sacré avantage parce que on est réputé pour être bon dans ces domaines-là. Donc, déjà, je pense que les gens vont l'aborder avec quelque chose de positif. Ils vont l'aborder comme quelque chose qui est réputé de qualité. Voilà, par exemple, quand on pense à ça, on dit souvent les Allemands dans l'automobile, ils sont réputés pour faire de la qualité. Et je pense que pour un Allemand qui va se lancer dans l'automobile, ou qui va vouloir vendre des véhicules allemands, il aura ce poids de la qualité, donc il va devoir rester dans cette doctrine. Mais en même temps, c'est un avantage parce que quand on va se rendre dans une concession automobile allemande, c'est pour acheter de la qualité. Hmm. Donc, en fait, il faut jouer sur les deux. Effectivement, c'est un poids parce qu'on attend beaucoup euh, de, on attend beaucoup quand on va chercher quelque chose pour ça. Mais en même temps, c'est quelque chose dont il faut se servir pour attirer la clientèle et rassurer et dire, ben, Ah, on vous a perdu, Yannick. allô, ça a coupé. Oui, 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 oui. Oui, ça a coupé. Ouais. Donc, Mais oui, je tout sais pas à si mon explication a été entendue Oui, jusqu'au bout quand même. totalement, totalement. C'est vraiment se dire comment on capitalise aussi sur le track record des anciens et ne pas totalement, à chaque fois, Voilà, je dirais, ne pas tout le temps réinventer la roue. Si l'équipe a été championne 20 fois de suite, c'est qu'à un moment donné aussi, ils commencent à savoir comment créer la réussite c'est ça, c'est ça. dans cette catégorie-là et comment s'appuyer
Et donc, justement, quelle a été l'importance pour vous du coaching, de l'entraînement, de la préparation mentale de ce côté-là? Comment vous avez capitalisé aussi peut-être sur les anciens, sur vos coachs? Alors, je pense que quand je suis arrivé en équipe de France en 2008, j'avais 20 ans, je sortais tout juste des catégories juniors. L'équipe de France était tout juste championne olympique en 2008 à Pékin. Était championne olympique et donc en juillet 2008, moi je suis entré en septembre 2008. Et le meilleur à l'époque était Fabrice Janet, qui avait été vice-champion olympique. Malheureusement, il a arrêté juste après les JO. Donc, je n'ai pas eu le temps de le côtoyer. Par contre, j'ai pu côtoyer trois autres membres de l'équipe. Et même, je vais même englober quatre, parce que le quatrième, par la suite, a montré. C'était Gauthier Grumier qui s'est arrêté en 2016, et puis qui s'est imposé comme le meilleur sur les deux Olympiades. Du coup, j'ai essayé d'apprendre un maximum d'eux par leur discours, c'est-à-dire que moi, j'étais peut-être pas encore à ce niveau de performance à ce moment, j'avais tout à apprendre. Par contre, j'étais dévoré par la motivation et j'avais qu'une envie, c'était de réussir et de pouvoir les égaler au niveau de la performance. Et donc, du coup, j'ai essayé au maximum de me nourrir de ce que j'entendais d'eux et de leur approche du résultat surtout, pas tant une fois que le résultat obtenu, ils avaient fait comme ci, comme ça, mais surtout, enfin, c'est plutôt, pardon, le processus, comment ils mettaient toutes ces choses en place, tous les petits détails, c'est-à-dire qu'ils pouvaient râler sur des choses où moi je me disais, ben, en fait, il n'y a pas à râler, c'est de l'entraînement. Sauf que dans l'entraînement, il disséquait l'entraînement pour savoir où est-ce que ça allait les mener. Et moi, j'avais peut-être pas cette approche au début. On me disait, fais 4 sprints et je faisais 4 sprints, quoi. Alors qu'eux, ils disaient, mais je vais faire 4 sprints, pourquoi? Et en fait, c'est quoi la balance entre le risque et le résultat? Et, euh, et toutes ces petites choses-là, j'écoutais, j'essayais de comprendre. Et pour comprendre, ben, comme moi, j'avais pas l'expérience, parce que eux, ils avaient déjà, je sais pas moi, 8 ou 10 années d'équipe de France derrière, eh ben, j'écoutais juste leur échange. Ouais, mais je vais faire ça derrière, ça va me coûter tant, ça sert à rien que je fasse ça. Moi, je préfère faire l'impasse sur ça, et puis derrière, je vais travailler plus sur le domaine. Enfin, donc, quand eux, ils échangeaient entre eux, c'était assez riche. C'était tellement riche que des fois, on ne comprenait pas tout, je pense, mais au moins, on pouvait identifier des choses et les apprendre. Eux, comme ils sont tout à fait, comment dire, ils en parlent de façon tout à fait naturelle. Pour eux, il y a pas de traduction à faire. Toi, comme tu n'as pas encore toutes ces clés en main, on te donne un puzzle et tu dois essayer de le réunir. Et une fois que tu as plus ou moins compris ce dont ils parlent, il faut que tu l'adaptes à ton niveau parce que tu n'es pas encore à leur niveau. Et je pense que, par exemple, un chef d'entreprise qui ouvre une TPME, s'il essaie de s'inspirer des méthodes des méthodes marketing de grandes marques de multinationales, il faut peut-être qu'il ramène ça à son échelle, qu'il traduise ça à ses problématiques pour pouvoir un jour devenir une multinationale. Hmm. Ouais. C'est vraiment, en tout cas, ce qu'on voit, c'est de se dire, il y en a qui ont commencé le chemin. Donc, au lieu de réinventer la roue, c'est vraiment de se dire, voilà, comment on peut capitaliser, mais pour aller plus loin finalement. C'est de se dire, parce que si chacun réinvente la roue, on arrive tous au même niveau. Mais si on peut Oui, capitaliser déjà sur ce qui a été fait dans le passé par les autres, bon, bah, ça nous donne l'opportunité maintenant d'aller plus loin, de se dépasser, de performer encore plus. Euh, voilà. Le but, c'est pas d'imiter, en fait. C'est pas d'imiter ce qui a déjà été fait. hmm, C'est de partir peut-être de ce qui a été fait, qui est bon, puisque ça fonctionne, ça marche. Si on part d'une roue, la roue, elle tourne bien, il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin de la réinventer pour qu'elle tourne, mais peut-être qu'on peut lui donner d'autres caractéristiques, parce qu'on a tous une vision, on a chacun notre vision propre d'une problématique ou d'un enjeu, et de partir de ce qui est fait de bien et peut-être de chercher avec ces mots ou avec ces solutions
comment on peut améliorer cette roue, si on prend l'exemple d'une roue. Comment on peut faire en sorte qu'elle aille plus vite, qu'elle soit plus rapide, qu'elle soit plus adhérente. Comment enrichir ce qui est déjà très performant. Mm. Ou se l'approprier et l'adapter à soi, à sa façon de voir. Et en fait, peut-être qu'à ce moment-là, avec une roue existante, on aura créé une roue différente. Mais on est parti d'un modèle, un modèle qui avait déjà fait ses preuves. Et donc, justement, pour vous, quelle a été la médaille la plus dure à remporter, soit au niveau mental ou physique? Quelle est celle où, voilà, elle va rester précieuse dans votre cœur parce que vous savez que, voilà, vous êtes allé la chercher, que ce n'était pas gagné d'avance et que vous avez dû vous donner à fond pour. Il y en a quand même plusieurs. Si je devais en retenir une, c'est peut-être mon titre récemment acquis de champion du monde. Mais c'est le résultat de d'autres médailles plus difficiles à acquérir auparavant. Bon, on va dire que celle-là, comme elle a un prestige aussi plus important, elle est convoitée par plus de monde. Et je savais que j'étais capable de le faire, mais je ne l'avais jamais fait. Et en fait, j'avais mis tellement de choses en place parce que en fait, ça rentrait dans une logique d'aller chercher une médaille aux Jeux Olympiques, là, qui ont été décalés du coup. Euh, Ça rentrait dans un processus et du coup, d'arriver à ça, ça a été justement la somme de toutes ces choses compliquées à mettre bout à bout. Le résultat exceptionnel parce qu'il y a un champion du monde chez nous. Et tout le monde, chaque année, veut le titre. Donc c'était quand même ouais, l'accomplissement de long travail, même sur moi-même, d'arriver à faire des choses que j'aimais pas faire. C'est-à-dire que pour rentrer un peu dans la technique, moi j'ai un profil très offensif et il a fallu que je me fasse violence, par exemple, pour aller contre cette nature, Oui, en fait, pour finalement, gagner certains changer votre approche parce que plaisirs. vos concurrents aussi doivent étudier votre technique, donc vous devenez prévisible, c'est ça? Bien sûr. C'est Hmm. ça, c'est ça. Et pour continuer à surprendre l'autre, parce que notre format, il est assez court, on a 15 touches. 15 touches, et puis si on perd le match, bah, c'est fini, il n'y a pas de repêchage. Donc, le format, il est fatal, en fait, hein. Si on se trompe, on peut ne jamais revenir et perdre le match. Donc, il faut pas se tromper, et c'est un jour dans l'année. C'est aussi ça qui rajoute du prestige aux Jeux Olympiques, c'est que les Jeux Olympiques, c'est un jour en 4 ans, quoi. Donc, sur demi-jour, ben, on nous attend sur une seule journée. Et c'est ça qui fait que ce jour-là en particulier, j'avais réussi à, trans, à transférer sur le moment présent tout ce que j'avais appris auparavant et tout ce qui allait me permettre de l'emporter ce jour-là, en fait. Ce jour-là, pas hier, pas demain, juste, ça aussi c'est très important, c'est cette notion au moment où on cherche de la performance, d'être ancré dans le moment présent et de ne pas penser à l'enjeu, c'est-à-dire à ce qu'on peut obtenir, ne pas penser au passé, à ce qu'on a raté, ou parce que en fait, c'est ça qui nous détache de la tâche qu'on a à faire dans le moment présent. Hmm. Et comment on gère la pression justement quand on a comme ça sur une journée, à chaque fois vous êtes qualifié, donc vous savez que vous allez jouer plus tard, donc il faut rester focus, il faut rester concentré toute la journée, on n'a pas le temps il faut pouvoir aussi se ressourcer, se régénérer physiquement. Donc comment vous arrivez à rester dans cette intensité voilà, pendant de très longues heures? Euh, la pression se gère quotidiennement parce que mine de rien, ben, on fait du sport de haut niveau, on a toujours un peu de pression. C'est-à-dire que nous, notre système en France, par exemple, il est fait de telle façon que même si on a été champion du monde l'année d'avant, on rejoue nos places l'année suivante. Ah, Donc, d'accord. le fait d'avoir été champion du monde ne te donne pas automatiquement la place pour aller disputer les championnats du monde de l'année d'après. Tu peux avoir été champion du monde, c'est arrivé d'ailleurs, et ne pas faire les championnats du monde l'année d'après. Chaque année, les comptes sont remis à zéro. Donc, en fait, la pression aussi, elle revient sur nos épaules et du coup, on a à la gérer
durant toute la saison sur chaque compétition qui sera déterminante pour savoir si on va pouvoir disputer les championnats du monde. Et une fois au championnat du monde, il y a la pression de savoir si on va pouvoir ramener une médaille ou même ramener le titre. Donc, cette pression, au final, on s'y habitue parce qu'on la côtoie quotidiennement. Il faut apprendre à l'apprivoiser parce que, et ça se fait. Moi aujourd'hui, j'ai un préparateur mental. D'ailleurs, j'ai un préparateur mental depuis janvier, février 2017. Et ça m'a énormément aidé parce que j'avais déjà eu cette approche de la préparation mentale, mais personnellement. C'est-à-dire que j'avais lu des bouquins sur les conseils de mon épouse d'ailleurs, pour savoir comment les sportifs qui avaient réussi avaient fait pour réussir. Il y a des méthodes, il y a des méthodologies pour arriver à gérer ses émotions, son stress, à, comment dire, à optimiser la performance. Et j'avais déjà fait ce travail individuellement, mais le fait d'apporter un entraînement hebdomadaire, je ne vais pas dire quotidien parce que j'en ai 1 à 2 fois par semaine, hebdomadaire dans ma préparation, ben, ça me sur la piste, mais ça m'aide aussi dans la vie de tous les jours. Donc soit il y a des gens qui gèrent peut-être de façon plus naturelle la pression, qui s'en détachent facilement. Si on sait pas le faire, ben, il faut se rapprocher des professionnels qui nous aident à le faire, je pense. Je pense qu'il faut savoir s'aider et s'entourer des bonnes personnes. Ouais, donc, vous allez avoir votre coach physique, votre préparateur mental. Ah oui, Finalement, il y a toute c'est une équipe derrière vous pour vous c'est permettre ça. d'arriver au sommet, quoi. C'est ça. À l'heure où on parle, j'ai un entraîneur, un maître d'armes sur l'escrime. J'ai une préparatrice physique, j'ai un nutritionniste, j'ai un préparateur mental. En fait, oui, j'ai un kiné qui s'occupe de moi régulièrement, donc je vais au direct. Si j'ai un problème, je l'appelle. Il y a le médecin aussi, je suis en contact directement avec lui. On peut échanger un message à n'importe quel moment dans la semaine. Donc oui, en fait, je ne suis pas seul, je suis vraiment entouré et soutenu par ces gens-là. C'est-à-dire que la motivation qu'on a, par exemple, quand on parle de Jeux Olympiques, pour un sportif qui rêve des Jeux Olympiques, c'est quelque chose voilà, qui est là tout le temps. Mais des fois, on a des baisses de motivation, on ne sait pas l'expliquer dans tous les, comme, je pense comme au boulot, hein, des fois, on n'a pas envie de se lever, aller au travail. Ah ben, des fois, j'ai pas envie de me lever, aller à l'entraînement. Ah ben, c'est ces gens-là qui vont vous redonner ce petit boost, ce petit surplus d'énergie qui va faire que tu te dis, ben, ouais, en fait, peut-être j'ai pas envie aujourd'hui, mais le fait de me faire violence et derrière d'arriver à un résultat, le jour où je vais me lever pour une compétition, j'aurais pas envie, ah ben, j'aurais ce processus-là auparavant. Et ça va me permettre de surmonter la difficulté de juste l'envie parce qu'on n'attendra pas, par exemple, un championnat du monde que j'ai envie pour le faire. S'il doit se faire, il se fera. Et puis, on a la fin de la journée. Ouais. Et donc, comment on gère aussi, puisque là, les JO donc, sont reportés à 2021, on se prépare pendant de très nombreuses années pour ce grand moment, et là, se dire, c'est repoussé de quelques temps. Est-ce que voilà, comment le vit émotionnellement? Est-ce que c'est une opportunité, ça laisse plus de temps, ou au contraire, vous étiez déjà, oh là là, j'aurais voulu que ça se passe maintenant? Comment on gère ça émotionnellement? C'est hyper compliqué parce que tout ce qu'on met en place, c'est-à-dire que c'est aligné dans le temps à la minute près pratiquement. C'est-à-dire qu'on met en place un programme, on a un calendrier, on sait quand est-ce que ça va arriver, on sait ce qu'on doit préparer à quel moment exactement. Donc c'est vraiment chronométré, même si on sait qu'il y a, je sais pas moi, si on est 1 an avant les Jeux, ben on sait qu'il y a 365 jours. Ah ben sur les 365 jours, comment dire, on a des objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme. Et puis, on gère son effort aussi par rapport à ça. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai une Coupe du Monde et que qu'on estime, parce que c'est pas moi tout seul, qu'on estime, quand je parle de préparateur mental, ma préparatrice physique, mon entraîneur, qu'on regarde la planification de la saison, et on va pouvoir mettre un
Mais comme on n'attend pas la compétition, puisqu'on attend aux Jeux Olympiques, physique, on va le mettre à ce moment précis, plutôt que de retarder sa préparation pour une compétition finale qui ne sera pas importante. Donc ça, c'est juste pour vous donner un exemple. Et qu'on annonce que l'événement qu'on a programmé pendant 4 ans, pratiquement à la minute près, est décalé de 15 mois, c'est un coup dur. C'est un coup dur parce que on se dit tout ça et puis l'image que ça m'a inspiré, c'est comme si je nageais dans l'océan, que finalement je voyais, je nageais, hein, donc j'étais perdu dans l'océan et je devais nager jusqu'à la côte. Je finis par voir la côte et là il y a une vague qui me tire et qui me ramène hors de portée de la côte et même hors de portée de vue de la côte parce qu'au final, en 15 mois, on ne sait pas tout ce qui peut se passer. Et moi, en fait, moi, c'est vraiment cette sensation que j'ai eue le jour où j'ai appris cette nouvelle. Et donc là, il y a la déception. J'ai eu justement mon préparateur mental au téléphone. Et une fois qu'il m'a dit, bon, ben voilà, c'est bon, là, tu as vidé ton sac. En plus, en même temps, parallèlement, ma préparatrice physique m'avait envoyé un gros bloc physique parce qu'on pensait que la crise du coronavirus allait être gérée peut-être plus rapidement. Il m'a dit, bon, si tu n'as pas la tête à ça, voilà, on suspend un peu l'entraînement et tout ça. Concentre sur toi, digère un peu la nouvelle. Et après, on s'est de nouveau eu par visio d'ailleurs. Et il m'a dit, OK, maintenant que tu as vu tous les points négatifs, quels points positifs tu peux mettre à cette nouvelle? Et en fait, il y en a plein. Il y a le fait de pouvoir mieux se préparer. Il y a des choses peut-être sur lesquelles on est un peu court dans le temps. Moi, j'avais quelques pépins physiques dont je pourrais peut-être mieux m'occuper d'ici là. Je peux passer plus de temps avec ma famille. Par exemple, là, je suis chez ma mère en Guadeloupe. Ça aurait pas être en plein. En fait, une fois qu'on s'est plaint, qu'on s'est bien, C'est on faire a fini de se morfondre, Mm. il faut essayer de lister tous les points positifs que ça peut nous amener. Et au final, il y a une autre chose, c'est que je ne sais pas si ça marche pareil dans le monde de l'entreprise, mais ce que je ne le fais pas uniquement pour les Jeux Olympiques. Je le fais aussi parce que j'aime ce que je fais. Mm. Et il faut toujours rappeler cette notion de plaisir. Ce qu'on fait, on ne le fait pas uniquement par obligation, on le fait aussi parce qu'on aime. Même si la compétition, elle devait être demain, si elle devait être dans 3 ans, si elle devait être dans 10 ans, euh, tant que j'ai cette flamme qui me dit que j'aime ce que je fais, je vais y aller, je vais tout donner pour y arriver. Mm. On va se focaliser alors. Bon, bah, on va vous C'est suivre, ça. Yannick. Bah, merci infiniment pour tout ce témoignage et ce parcours. Merci. Et c'est vrai que moi, j'aime toujours écouter, voilà, les, il y a quelques semaines, on écoutait Floyd Mayweather ou Magic Johnson quand on était aux États-Unis pour une conférence et juste comprendre comment ils sont arrivés à leur niveau de championnat. Comme vous disiez tout à l'heure, c'est comprendre le processus de pensée, comment on réfléchit, comment on prend les décisions. Et en plus, eux, ils nous Oui, expliquaient comment c'est ils ça. avaient fait ensuite la transition de sportifs de haut niveau à entrepreneurs qui réussissent dans le monde des affaires et les parallèles qu'ils ont vus. Et c'est vraiment très, très riche. Donc, merci infiniment. On vous souhaite plein de succès aussi pour Merci. les Merci à prochains vous. mois qui vont être très intenses et doux et plein de succès Merci. au prochain JO. Merci. Eh ben, moi aussi, beaucoup de bonnes choses et je souhaite plein de succès à tous vos auditeurs ou vos spectateurs. Ok, Merci. ben merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté et de m'avoir sollicité. Et ben, à une prochaine fois peut-être. À la prochaine, à très Au bientôt. revoir.